Rebonjour. Merci pour être encore avec nous pendant cette longue journée. Je vois des nouveaux visages. Du coup, je me permets juste de redire bienvenue dans les états mentaux généraux organisés ici au musée dans le cadre de l'exposition La Scia del Monte ou les utopistes magnétiques autour de l'héritage de cet endroit légendaire qui est le Monte Verita à travers les regards de 26 artistes contemporains et avec un focus sur les femmes qui ont fait l'histoire de cette oasis magnétique. On est là pour la troisième conversation. On a déjà eu 2 conversations, une performance ce matin. On a parlé des génies du lieu, de la santé mentale, de la méditation. On a fait une méditation hackée avec les collectifs italiens de Cool Capo. Et là, on se retrouve pour la troisième et dernière conversation autour de la thématique du chamanisme. Et on a la chance d'être accompagné par un panel très varié et passionnant, conçu et modéré par la déléguée culturelle du Club 44, Marie-Léa Zwolen, qui dirige et assure la programmation de cette institution publique située à la Chaux-de-Fonds. Historienne de l'art, de formation, elle s'est engagée auparavant pendant près d'une décennie au Centre d'art contemporain de Neuchâtel, un espace fécond d'expérimentation indépendant. Aujourd'hui, au Club 44, elle ouvre pour perpétuer la vivacité de cette bulle citoyenne à part l'aura large. Je lui laisse la parole, elle va présenter les autres intervenants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des crayons et du papier pour, si vous êtes plus timide, vous préférez écrire vos questions. Et sinon, vous pouvez aussi poser des questions pendant la conversation. Merci beaucoup et je passe la parole à Marie-Léa. Merci beaucoup, Federica. Alors, j'aimerais juste rajouter à cette présentation, vu qu'en plus, il y a un anthropologue à côté de moi, mon point de vue. Donc, je ne suis absolument pas spécialiste sur le plan théorique ni pratique du chamanisme et je ne suis jamais allée au Monte Verita, mais Federica m'a confié la modération de cette table ronde. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce moment. Comme on tutoie tout le monde, donc... je vais aussi me concentrer pour le tu. Mais Federica, tu m'avais dit, j'imaginais ça un peu comme un abécédaire du chamanisme. Alors c'est vrai que ça m'a un peu stressée. Je me suis dit, oh là là. Et du coup, j'ai eu besoin d'avoir un point de départ à poser. Et ce point de départ, vu que c'est le dernier panel qui nous réunit, comme là c'est le dernier panel, je voulais revenir au point de départ de ce qui nous réussit, cette exposition. On l'a dit, intitulée Scia, ça se prononce comme ça, del Monte, donc les traces du Monte Verita aujourd'hui. Et donc ce chamanisme, je ne crois pas que ce mot apparaît forcément dans l'exposition qu'on a visitée. Alors on peut se demander pourquoi ce moment-là, mais en fait le chamanisme, on va le voir avec nos 3 invités, et il y a une floraison absolument extraordinaire aujourd'hui en Europe autour de ces pratiques. Et m'est revenue une conversation avec l'historien Johann Chapoutot. Vous savez que le Club 44, on a l'immense bonheur de rencontrer des gens extraordinaires qui préparent un nouveau livre sur la Lebensreform. Et Monte Verita est une des expérimentations de la Lebensreform qui a eu lieu il y a 1 siècle, cette réforme de la vie. Et il me disait, on a raté un embranchement. En fait, là, peut-être qu'on n'aurait pas fini dans cette société hyper prédatrice, extractiviste. On aurait pu choisir de prendre ce chemin de ces utopies-là, de cette modernité alternative. Et dans son nouveau livre, il fait l'histoire de ces rendez-vous manqués avec le vivant. Alors, il n'est pas encore sorti, mais il parle de mai 68, toutes les expérimentations hippies, aussi rendez-vous ratés. Je pense que vous avez vu que là aussi, on disait la méditation récupérée par l'hypercapitalisme. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose, on l'a vu dans les panels précédents. Déjà, on n'a plus le choix. Et il le dit aussi, c'est notre dernier rendez-vous avec le vivant. Et voilà, j'ai envie de poser ça pour ouvrir ce cycle et comprendre qu'est-ce que c'est le chamanisme aujourd'hui. Alors, on a 3 invités. C'est un très beau trio. Tout s'est fait de manière très fluide. Je pense à l'image de cette journée pour vous réunir ici. Donc, Christian Gazarian,
Lynch Tourny et Omar Osman. Alors nous, on va faire un peu classique, il n'y aura pas de pratique expérimentale chamanique malheureusement, mais il y avait tellement à dire qu'on a décidé ensemble, enfin c'est malheureusement ou heureusement, mais on a décidé ensemble de comment allait se passer ce petit moment. Donc il y aura 3 prises de parole de 15 minutes. Nous allons commencer avec Christian Gazarian. Donc ça semblait un peu logique de mon point de vue parce que l'anthropologie est quand même une des premières sciences à s'être intéressée au phénomène du chamanisme. Donc Christian Gazarian, vous êtes professeur émérite d'ethnologie à l'université de Neuchâtel. À Berkeley, dans les années 90, vous y étiez pour faire une recherche sur les reformulations culturelles des originaires de l'Inde aux États-Unis. Et à cette époque, évidemment, il se passait une sorte de floraison assez dingue des pratiques alternatives en Californie. Et vous me disiez, vous avez un peu réorienté votre recherche avec cette étiquette un peu New Age. Et dans cette étiquette-là, vous êtes intéressé à ce que dont vous allez aussi nous parler, ces pratiques dites néo-chamaniques. Vous avez édité un livre, Les plantes psychotropes, initiation, thérapie et quête de soi. Je crois qu'il était là. Et puis, vous dire encore pour vous introduire que vous défendez une anthropologie compréhensive. Ça veut dire que vous avez une posture bienveillante et vous laissez place aussi à l'expérimentation. Vous l'assumez, vous n'avez pas peur de faire des allers-retours entre pratique et théorie. Et ça, en cela, ce n'était pas tellement commun, surtout en Europe. Voilà, alors ensuite, donc vous allez plutôt nous parler, on l'a dit, du phénomène chamanisme sous le regard anthropologique. Ensuite, Lynch Tourny, c'est juste comme je prononce. Vous êtes une chamane celte. Alors vous, depuis très vite, très tôt, vous avez une soif de l'autre et de l'ailleurs. Ah oui, mais moi j'ai vraiment la difficulté parce que c'est bien, on peut se... Ouais, très tôt, tu as une soif de l'autre et de l'ailleurs. Alors déjà, à 14 ans, tu es partie seule et tu as voyagé dans le monde entier après en quête des différentes traditions chamaniques. Mais de retour ici, tu as vraiment voulu t'inscrire dans une tradition ancestrale, la tradition celtique, et aussi une tradition familiale, parce que je crois qu'il y a aussi une histoire de transmission dans le cadre de ta famille, sur laquelle tu reviendras peut-être. Et puis, je ne vais pas en dire beaucoup plus là pour te laisser la parole, mais dans un deuxième temps, après Christian, tu parleras de ton parcours, de ton initiation, de la transmission et de la pratique aussi. Donc toi, ça fait 20 ans que tu es un peu dans le domaine. Et nous finirons avec Omar Osman. Alors Omar, où est-ce que j'ai mis votre petite fiche ? Je prends des notes, pardon. Bon, je peux improviser parce qu'on a tellement parlé que je suis habitée. Ah voilà, ça aurait été bien, ça aurait été plus court. Donc en 2011, il y a eu un avant et un après. Alors, c'est ton épouse qui voulait passer plus de temps avec toi, parce que toi, tu étais formée en médecine psychiatrique et psychothérapie. Tu te dis, viens avec moi à un stage. Mais en fait, tu me disais, raté pour elle, tu as passé plus de temps avec les esprits. Et c'était un stage, la Foundation for Shamanic Studies. Et depuis, tu as vraiment complètement exploré cette voie particulière, la Foundation for Shamanic Studies, dont peut-être Christian nous parlera, et toi aussi, qui est à l'origine aussi de cet essor en Suisse romande des pratiques chamaniques au tournant des années 2000. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment de dire que toi, tu sépares ta pratique psychiatrique de l'enseignant en chamanisme et du praticien en chamanisme. T'as pas besoin, pour toi, c'est des grilles de lecture différentes. Tu n'as pas besoin d'essayer de trouver forcément des... Enfin, si, mais d'être complètement à l'aise, parce que tu me disais aussi, c'est peut-être lié à cette double origine d'origine afghane, mais née en Suisse. Et du coup, tu as une facilité, un peu un rapport schizophrénique aux choses, tu me disais aussi. Par contre... Pardon ? Schizophrénie physiologique naturellement. Par contre, depuis 3-4 ans, tu as repris la suite d'Oulage Tresley, dont il sera peut-être fait écho, pour représenter la Foundation for Shamanic Studies en Suisse. Et maintenant, c'est vraiment plus que 20% de ta pratique psychiatrique. Hein. Et tu es sorti aussi du système des assurances maladie qui coupe un peu une forme de liberté expérimentale. Et toi, tu concluras ce petit tour de table pour parler des invariants qui ont été explorés par Michael Arner
fondateur de cette Foundation for Shamanic Studies. Voilà, et ensuite, vous pourrez déjà peut-être intervenir, mais là, on va peut-être laisser, parce que ça demande une concentration de garder ce temps, nos 3 invités pour ces 15 minutes. Je te cède la parole. Oui ? Ah oui, alors merci d'éteindre vos téléphones. Je peux contrôler que le mien est éteint. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mes premiers mots seraient pour féliciter les organisatrices de ce bel événement. Je suis ravi d'être présent en si bonne compagnie dans cette conversation. Ce ne sont pas des types d'événements qu'on peut organiser facilement dans le contexte universitaire. Ce que je vais faire, c'est que juste je dispose de 15 minutes, poser le contexte socio-culturel des pratiques qui vont être évoquées et évoquer simplement les motivations des participants qui s'investissent dans ces pratiques. Et je laisserai Lynn et Omar vous parler de leurs itinéraires, leurs pratiques et les expériences vécues par les participants et participantes. J'ai développé des cours sur les spiritualités alternatives à l'université de Neuchâtel pendant plus de 20 ans. Et je vais essayer de résumer, synthétiser, c'est un exercice difficile, en 15 minutes ce que je développais durant un semestre. Alors ça va nécessairement être incomplet. Et donc je vais faire ça de façon très universitaire. J'ai noté quelques idées essentielles pour ne pas partir dans tous les sens, mais je vais tenir les 15 minutes. Donc juste quelques aspects saillants, n'ayant pour humble ambition que de contextualiser ce qui va être évoqué après. Alors, il y a un constat sociétal déjà important, c'est un engouement d'un nombre croissant d'occidentaux depuis plusieurs décennies, en gros c'est les années 60, dans ce qu'on appelle les spiritualités alternatives. Il y a souvent le label New Age, avec l'émergence d'un phénomène institutionnalisé que les chercheurs en sciences sociales ont défini comme les nouveaux mouvements religieux, et d'une façon peut-être avec une expression encore plus adéquate, le mouvement du potentiel humain. Et la notion de potentiel est ici très importante. Et dans cette dynamique, il y a de nombreuses passerelles et des mises en lien qui sont établies entre des spiritualités alternatives, des thérapies, je commence par les thérapies, des thérapies alternatives à la biomédecine et des spiritualités alternatives au christianisme. Le champ médical et spirituel occidental est désormais, on le vit tous constamment, l'objet d'un pluralisme offrant différentes approches, différentes pratiques, selon le sens ou l'intérêt qu'on leur donne. Et ce phénomène, eh bien, on a la chance, il est particulièrement marqué en Suisse avec l'émergence des soins complémentaires et de la médecine dite intégrative. Donc de fait, pour de plus en plus de personnes, face à la maladie, soigner son corps ne suffit plus. Il s'agit aussi de donner du sens à ce qui est vécu. Et ceci avec des considérations assez nouvelles. D'une part, un potentiel de développement, quel était le terme tout à l'heure ? Dévoilement ? Déploiement, voilà. Un potentiel de déploiement d'éveil intérieur qui réside en chacun, en chacune, d'une part. D'autre part, chacun est individuellement responsable de sa santé et a souvent, parfois le plus souvent, la capacité à s'auto-guérir à travers un état de conscience et un style de vie adéquat. Alors cette vision des choses s'inscrit dans un contexte socio-culturel particulier qui est que nos sociétés, les sociétés post-industrielles, sont marquées par ce qu'on appelle la fin ou le déclin des grands récits explicatifs. Les grands récits explicatifs, c'est au niveau politique. L'espoir de l'action politique diminue avec le temps, même le projet marxiste ne fait plus rêver. Au niveau du progrès technologique, qui promettait l'émancipation individuelle, la liberté, etc., de l'humanité. Et on voit l'émergence de sociétés de masse, la bureaucratisation. Le sociologue Max Weber parle de la cage de fer de nos sociétés. Et puis ce qui se dessine aujourd'hui, des sociétés du contrôle numérisé, le transhumanisme, etc. Un autre grand récit explicatif qui perd sa prégnance. Au niveau de la religion aussi, le déclin réel du modèle religieux classique, remis en cause en raison de la dimension patriarcale de la religion, les dogmes qui sont en jeu et les hiérarchies. Et même la psychanalyse, qui est un grand récit explicatif,
a eu son heure de gloire et elle laisse progressivement la place à des psychothérapies diverses. Alors, cette insatisfaction envers des grands récits qui ont pour fonction d'être rassurants, elle n'empêche pas, chez chacun dans les populations des sociétés post-industrielles, elle n'empêche pas un désir de réenchantement du monde. Et cette recherche de réenchantement des choses s'opère avec, alors, une petite liste, une conscience écologique croissante, une relation valorisée à l'environnement naturel et aux sociétés indigènes, et notamment leurs ethnomédecines, l'idée que les sociétés traditionnelles, non industrielles, ont d'autres façons d'appréhender le monde que le simple matérialisme capitaliste, production, consommation, profit, etc. L'idée aussi que des voies méconnues de sagesse peuvent être explorées, y compris dans notre propre passé. Auparavant, le principal pôle d'attraction des spiritualités alternatives à la religion chrétienne était l'Inde. On le sait tous depuis les années 60, le mouvement hippie, la méditation, le yoga. Et désormais, dans le contexte post-colonial qui est le nôtre, et de la conscience écologique croissante, ce pôle d'attraction pour le développement de soi s'est déplacé vers l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Et on a donc ici un intérêt logique pour les pratiques chamaniques qui ont pour caractéristique de ne pas faire la distinction entre nature et culture. Et en jeu dans ces nouveaux investissements, la recherche de réponses à des questions existentielles essentielles. Quel sens donner à sa vie? Y a-t-il plus que la simple réalité visible, palpable par les sens? Et à quel niveau de conscience peut permettre d'en apprendre plus sur soi et sur le monde qui m'entoure? Donc une population croissante de la population des sociétés industrielles, une proportion croissante de cette population, développe donc de nouveaux besoins avec notamment une recherche d'expérience directe. Cette idée de faire l'expérience de la spiritualité au-delà du simple acte de foi qui est en jeu dans la religion. Et il y a une chanson qui est très marquante de ce phénomène qui date des années 70. Souvenez-vous, George Harrison, My Sweet Lord. Et si on pense les paroles, really want to feel you, really want to see you, c'est l'expérience directe. Autre besoin, redonner au corps une place plus grande, voire centrale, dans la transformation de la conscience. Et puis aussi, autre besoin, s'engager dans des nouvelles ritualisations porteuses de sens. Et c'est là que le chamanisme, ce que l'on y comprend ou que l'on y projette, ce chamanisme devient l'objet d'un intérêt nouveau. C'est donc le chamanisme un courant particulier dans l'offre des spiritualités alternatives contemporaines des sociétés post-industrielles. Alors, partons du principe méthodologique au cœur de la discipline anthropologique, selon laquelle on peut au mieux comprendre les pratiques sociales qu'en s'impliquant avec ceux et celles qui les mettent en œuvre, j'ai pour ma part entamé depuis plus de 20 ans une immersion multisite dans la logique d'une anthropologie compréhensive, comme l'a dit Marie-Léa, qui consiste à prendre les investissements humains au sérieux, sans les juger, ce qui m'a conduit à participer à plusieurs séminaires, cérémonies néo-chamaniques, chamaniques, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et j'ai pu ainsi constater que les motivations des pratiquants d'un moment ou des adeptes assidus étaient d'abord et sans ambiguïté spirituelles. Donc l'idée qui anime ces démarches étant de retrouver à travers ce qui est défini comme le chamanisme des moyens mystérieux, exotiques, mais aussi empiriques pour favoriser un développement de soi que l'on ne pense pas trouver dans les grandes religions monothéistes. Alors il n'est pas étonnant qu'en raison de la place secondaire ou minorée des femmes dans les grandes religions, ce soit surtout ces dernières qui s'investissent le plus dans une sorte de re-empowerment. On n'a pas vraiment la traduction française de empowerment, renforcement de soi, mais ce n'est pas très bon. Dans le champ spirituel non religieux, il y a beaucoup de références à la déesse mère, les rituels du féminin sacré, etc. Une très grande proportion de femmes, c'est à peu près 2/3 des participants.
Alors, je dois faire un bref rappel des points essentiels des chamanismes traditionnels. Le terme chaman, c'est un terme tungus en Sibérie qui signifie sauter, bondir, danser, chanter, et qui est devenu un terme générique pour désigner des pratiques en fait, qui ont existé partout et toujours. Ce qui est en jeu, donc voilà, ce qu'on appelle le chamanisme, c'est une voie de connaissance qui met en jeu la nature et l'invisible, donc notamment un monde d'esprit. Et dans cet univers, il y a des hommes et des femmes initiés qui ont développé, souvent par élection, souvent malgré eux et malgré elles, un savoir spécialisé. Et ce savoir s'acquiert notamment dans des états de conscience modifiés, ce qu'on appelle dans le sens commun la transe, qui peuvent être obtenus par le biais de différents moyens. Alors, l'hyperventilation, les privations sensorielles, la danse, les chants, et puis 2 moyens particulièrement développés dans les pratiques chamaniques à travers le monde, les percussions, les tambours, incarnés par la Foundation for Shamanic Studies, et la prise de plantes psychotropes, plantes chamaniques dont je parlerai un petit peu. Alors, autant d'outils qui permettent le passage dans ce qu'on appelle une réalité non ordinaire. C'est ce que dit d'ailleurs l'anthropologue Michael Hanner, dont je vais parler dans un instant, ou un shamanic state of consciousness. Alors, il faut savoir que la première appréhension du chamanisme a été religieuse dans l'histoire. Il y a 3 appréhensions. Première, c'est celle des missionnaires, et qui ont vu quelque chose de très négatif. Des pratiques qu'ils ont disqualifiées, diabolisées, parce qu'elles mettaient en jeu des esprits, donc le monde des ténèbres. La deuxième appréhension, bien plus tard dans le temps, c'est à partir des années 50, en gros, a été celle des anthropologues. Alors là, elle se fait hors de tout jugement moral, qui ont vu dans les pratiques chamaniques, surtout, ils ont mis l'accent sur des pratiques médicales liant des savoirs botaniques et l'invisible, avec des hommes et des femmes désignés comme des hommes et des femmes médecine. Et la troisième appréhension, c'est plus récent, c'est 2-3 décennies, qui est sous-jacente à l'intérêt contemporain envers le chamanisme. Cette troisième appréhension, elle est d'ordre spirituel, comme une pratique, le chamanisme comme une pratique d'autoconnaissance. Et donc le chamanisme est ici spiritualisé et largement reformulé en termes d'introspection, comme une voie de connaissance de soi d'ordre un peu socratique, dans laquelle les réponses au sens des choses sont dans le monde invisible, mais aussi peut-être et surtout en soi. Et ce qui s'inscrit du coup dans le prolongement des conceptions de la sagesse yogique, des sages de l'Inde, visant la réalisation de soi, avec un S majuscule. Il y a 3 figures majeures qui ont éveillé l'intérêt du grand public vers cette dimension spirituelle du chamanisme. Mircea Eliade, dont il était question déjà, l'historien des religions, dont je ne savais pas qu'il avait fait fréquenter Monte Verita, qui a écrit en 1956, après plusieurs années d'études, un livre majeur qui est un tournant dans l'appréhension du chamanisme, le chamanisme, les techniques archaïques de l'ectase, comme ça a été évoqué. Il présente le chamanisme comme une voie visant l'éveil spirituel. Donc c'est une réhabilitation du chamanisme. Historien des religions déclassé dans le monde universitaire, c'est le même lot pour Carl Jung, aux 2 on a reproché, les universitaires reprochent un mysticisme latent. Ils ont ouvert une voie qui ne convient pas au champ universitaire. La deuxième figure à éveiller l'intérêt envers le chamanisme, c'est un anthropologue américain de Californie. Avez-vous entendu parler de Carlos Castañeda, qui a écrit des livres, peut-être une quinzaine de livres assez passionnants dans les années 60-80, sur sa rencontre réelle ou inventée avec un sorcier yaqui du nord de l'Arizona et du nord du Mexique. Alors, réel ou inventé, ces récits où il décrit sa propre initiation d'anthropologue qui va étudier un medicine man, il ne parle pas de chamanisme, il parle de sorcier à propos de la personne qui l'initie. Il va étudier les plantes, il est emporté et initié, et il ne fait que raconter en fait son initiation dans sa série d'ouvrages. Réel ou inventé, ces ouvrages ont marqué toute une génération d'occidentaux en quête de sens et d'une spiritualité autre que celle offerte par la religion chrétienne, au point que ces ouvrages ont constitué un phénomène littéraire majeur de la fin du XXe siècle.
Et le troisième grande figure, Michael Harner, un anthropologue que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu sympathiser, un anthropologue américain, spécialiste des jivaros, on ne dit plus jivaros aujourd'hui, c'est un terme collien, on dit des chouars, société chamanique, qui a étudié cette société et a été personnellement touché par cet intérêt pour le chamanisme. Et il a fini, j'expliquais cet après-midi, que dans ses premiers cours, il commence à parler du chamanisme, et puis tout à coup, tout doucement, pas tout à coup, il a glissé à faire des rituels à l'université de New York ou de Berkeley, chamaniques, et puis il a décidé que ça suffisait à l'université, qu'il y avait plus important à faire. Il a créé la Foundation for Shamanic Studies. Et cette foundation, dont Omar est représentant en Suisse, a essaimé dans le monde occidental en offrant des techniques de passage de ce que Michael Harner appelle de la réalité ordinaire, la nôtre que l'on vit là maintenant, à une réalité non ordinaire par le biais du tambour. Alors, développées hors des sociétés chamaniques, les nouvelles appréhensions du chamanisme sont définies par les anthropologues comme des néo-chamanismes, en raison des inévitables reformulations des pratiques chamaniques traditionnelles pour un public qui n'en possède pas le sens commun. Donc c'est une notion analytique, le néo-chamanisme, sans jugement de valeur ou dévalorisant, mais il faut savoir que les praticiens ne l'utilisent pas et évoquent en général des continuités et des savoirs retrouvés d'une pratique qui de toute façon a toujours été dynamique. Des praticiens qui, selon leurs options, se définissent comme enseignants, guides, initiés, voire chamans. Il est par ailleurs à noter que les pratiques néo-chamaniques sont aussi diverses que ces praticiens qui les déploient et que le pluriel s'impose pour les définir. C'est pareil pour les chamanismes, il n'y a pas une version du chamanisme. Mais même si ces pratiques néo-chamaniques sont assez diversifiées, elles reprennent néanmoins des notions importantes des chamanismes traditionnels, parmi lesquels le pouvoir complice, si on peut le discerner, de la nature. La nature est là pour aider. Et on n'est pas détaché de la nature. Pouvoir complice et mobilisable. Autre notion importante, la référence aux esprits, aux forces vitales, aux énergies, selon les options, les formulations choisies. Autre notion, l'existence d'un monde parallèle, accessible dans des états de conscience modifiés, avec des techniques appropriées, où il est possible d'y rencontrer des esprits alliés qui vont aider dans les guérisons, des guides ou des animaux. Et autre expérience possible dans ces pratiques, les expériences de mort symbolique régénératrice. Alors il est toutefois significatif que dans cette nouvelle appréhension du chamanisme, la référence aux esprits, et c'est intéressant, elle est fondamentale dans les chamanismes traditionnels. Il n'y a pas de chamanisme sans l'évocation des esprits, mais dans les néo-chamanismes, cette référence aux esprits peut être secondaire, notamment lors de prises, lorsque les cérémonies se font avec des plantes psychotropes. Le macrocosme étant considéré comme présent dans le microcosme, ce qui prime, c'est l'intention du pratiquant et sa quête intérieure. Et de façon significative, cette quête spirituelle et thérapeutique est envisagée par les participants en termes de travail sur soi, impliquant activement la personne, valorisant notamment l'écoute du corps, considérer le corps comme porteur inné de connaissances, et valorisant aussi le développement de l'intuition. Donc, dans les reformulations néo-chamaniques, il est question de reconnexion avec la nature, de développement personnel, de dévoilement personnel, c'est ça, et de recherche d'expériences fortes. Et, c'est très important, on accepte et voire même on désire un rapport à l'inconnu et son potentiel enseignant. Et ça, c'est un point important parce que c'est peut-être pourquoi ces pratiques, notamment lorsqu'il est question de prendre des plantes psychotropes, ne sont pas pour tout le monde. Il faut quand même être prêt à faire face à l'inconnu. Et cet inconnu va être toujours imprévisible. Dans la cérémonie, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça dépend de chacun et de son moment. C'est imprévisible, c'est accepté comme imprévisible, mais ce n'est pas envisagé comme aléatoire. C'est-à-dire que l'enseignement correspond à son état personnel à un moment donné. Et là, on sent l'ombre de Jung et la notion de synchronicité. Et c'est un point fondamental, bien qu'elle puisse être forte et pénible, voire effrayante psychologiquement ou physiquement, je parle là pour les plantes psychotropes notamment, ces expériences en jeu, liminales, dans un entre-deux de la conscience, dans un autre état de conscience, sont toujours rétrospectivement considérées comme enseignantes
source d'insight, d'information, et transformatrice pour les personnes impliquées. Par exemple, les plantes psychotropes sont désignées comme des plantes maîtresses, des plantes enseignantes dans les sociétés traditionnelles. Elles ne produisent pas, du point de vue des participants, des hallucinations qui seraient du registre du délire, mais des visions, c'est le terme que l'employé. Et on parle plus d'hyperconscience, une conscience amplifiée. Les plantes elles-mêmes sont parfois désignées comme des lucidogènes, c'est mieux, ou des antéogènes, révélateurs du divin en soi. Donc ça dit tout de la perception, de la considération de la plante. Alors que l'aspect thérapeutique soit inclus ou non dans les démarches, la recherche de réponses existentielles et de recherche de sens dans sa vie terrestre et dans un autre champ de réalité reste primordiale, et cela passe par l'accès à des états de conscience modifiés. Donc, comme déjà dit, le chamanisme est ici spiritualisé, et si les pratiquants des néo-chamanismes évoquent des esprits, c'est intéressant. Dans le chamanisme, les chamanismes traditionnels, il y a les deux forces, on est en plein dualisme. Mais dans les néo-chamanismes, ces esprits ont principalement pour caractéristique, je termine, d'être bienveillants pour les humains. C'est pratiquement que des esprits alliés, ce qui n'est pas le cas, comme je le répète, dans les conceptions dualistes des chamanistes traditionnels. Donc de fait, des cérémonies, des stages, des séminaires divers, dits chamaniques, offrant divers moyens d'un mieux-être ou d'une thérapie, avec la possibilité d'entrer dans des états de conscience modifiés, de voyager et d'apprendre sur soi dans le monde des esprits, si on s'y réfère, ou simplement de travailler son dévoilement intérieur en référence à l'énergie, à l'essence des choses, ou à d'autres catégories qui ne vont pas convoquer les esprits. Ce type d'activité implique de plus en plus de personnes dans nos sociétés, quelque peu dystopiques, en recherche de sens. Et pour clore cette brève présentation, cette brève mise en contexte, il y a tellement plus à dire. Mais voilà. Mes enquêtes dans le champ néo-chamanique ont révélé que les expériences qui peuvent découler de ces pratiques impactent et transforment fortement, très souvent positivement les personnes qui les vivent. C'est pourquoi ce qui se joue, et je terminerai par ces mots, dans ces explorations de la conscience, mérite d'être appréhendé sans jugement préconçu, ni projection de stéréotypes rassurants, ce qui, on le sait, n'est pas toujours aisé, mais parfois il faut faire des efforts. Voilà, la petite mise en contexte. Maintenant, vous allez en savoir plus avec les pratiquants. Merci beaucoup. Lynn, on poursuit. Merci Christian. C'est un exploit de résumer tout ça en 15 minutes. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler de comment je suis arrivée au chamanisme. D'abord, juste vous dire que pour moi, le chamanisme, c'est vraiment la spiritualité de l'origine. Et pour moi, c'est intrinsèquement lié aux esprits, au fait de pouvoir se faire habiter par les esprits et puis d'amener ce qu'il y a de positif pour la personne qui vient nous voir. C'est juste une petite parenthèse. Et ça s'inscrit dans une lignée. Pour moi, j'ai eu une initiation qui s'inscrit dans une lignée et j'ai reçu ce qui a un peu survécu de la voie blanche, et c'est une branche d'un arbre à multiples branches. Moi, je témoigne d'un chamanisme celtique. C'est un chemin parmi beaucoup de chemins. Voilà, juste pour préciser. Donc, enfant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une prédisposition, une facilité à sentir, à ressentir, à voir les mondes subtils. Ça s'est précisé en grandissant. J'ai eu la chance d'être bien accompagnée par des parents très ouverts. Quand je suis arrivée à la première adolescence, vers 11-12 ans, j'avais vraiment des interrogations parce que j'ai vécu des états de conscience modifiés, des moments spirituels, je pourrais dire. Et là, j'ai commencé à chercher, mais qu'est-ce que c'est que la conscience? Quelle est la nature de la conscience? Ça m'a conduite pendant toute mon adolescence. Ensuite, j'ai fait un apprentissage de photographe et mon interrogation, ça a été qu'est-ce que la lumière? Quelle est la nature de la lumière? Ensuite, j'ai été maman d'accueil et je me suis posé la question qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour inconditionnel. Donc là, je me suis retrouvée avec 3 facettes d'un diamant, l'amour, la conscience, la lumière. Et en parallèle, j'ai beaucoup voyagé, je me suis formée à différentes techniques, différentes choses, mais à fond les boulons, comme on dit. J'ai fait de l'Ayurveda, j'en ai fait à fond pendant 5 ans. J'ai voyagé, j'ai été voir les différentes sociétés dites traditionnelles. J'ai été initiée dans plein
de sociétés chamaniques diverses. J'ai travaillé dans une fondation pour personnes handicapées psy. Et là, je me suis dit, mais vraiment, je dois approfondir cette voie chamanique parce que peut-être que ce sera une réponse par rapport aux questions que je me pose et que je me pose par rapport à comment pouvoir accompagner et aider les personnes dont j'ai la charge. J'ai eu la chance de tomber sur un directeur extrêmement ouvert qui m'a permis d'ouvrir ce que j'ai appelé un espace de relaxation, de détente. On m'a laissé vraiment libre cours et j'ai pu pratiquer des soins chamaniques, enfin exercer mon art chamanique pour les personnes qui étaient là. Et après quelques mois, je me suis interrogée en disant, j'ai été voir mon directeur en lui disant, mais quand même, j'ai pas de contrôle. Je suis là depuis moins de 3 mois, on se connaît à peine. Je suis surprise, c'est vraiment open. Et puis il a éclaté de rire en me disant, mais Lynn, le baromètre, c'est ce que disent les résidents de toi et de ce qu'ils vivent. Et nous, on doit freiner parce qu'en fait, tu peux accueillir à peu près 20 personnes, mais ils veulent tous venir pratiquement. Donc pour nous, ça, c'est le meilleur des retours. Alors ça m'a donné confiance dans ma pratique, dans ce que je pouvais apporter au monde. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à voyager vraiment dans les différentes sociétés et à me dire, mais voilà, en fait, quel est mon rapport au monde? Pourquoi est-ce que je suis au monde? Et puis, j'ai compris que ma quête spirituelle, elle passait vraiment par cette identité chamanique. Donc j'ai approfondi pendant plusieurs années et puis ensuite, je suis passée à la pratique. Mais d'abord, je me suis formée, moi, pendant plus de 10 ans, avant de pouvoir partager ce que j'avais reçu. Ça m'a semblé important. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a quand même toute une floraison maintenant de devenir chaman en 3 week-ends. Je ferme la parenthèse, c'est un petit peu compliqué ça. Donc moi j'ai vraiment voulu avoir m'immerger et puis ensuite pouvoir partager mes propres expériences. Mais aussi dans cette lignée celtique, de pouvoir après, en allant voir les différentes sociétés, d'arriver non pas pour prendre quelque chose, mais pour partager. Et ce qui m'a intéressé vraiment, c'était de voir ce qui était commun dans les différentes traditions. Parce que moi, je pense que ce qui est humain est commun à toute l'humanité. Et qu'on a vraiment des choses à partager, il y a des différences évidemment, mais culturellement, il y a des couleurs différentes. Mais finalement, on fait tous la même chose dans ces pratiques chamaniques, normalement. Le premier prérequis, c'est ne pas nuire. Le deuxième, c'est savoir qui je suis, où sont mes racines, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais et comment je peux partager cet art-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, qu'après, moi, j'ai transmis sur 3 ans. Les personnes arrivaient pour un cursus où la première année, c'était le travail sur soi, en s'immergeant dans la nature, en vivant des quêtes de vision dans la nature, en vivant des quêtes de vision dans des grottes, en faisant des pratiques qui nous demandent de nous dépasser pour aller voir qui on est vraiment à l'intérieur, pour en fait tendre le miroir de soi-même vis-à-vis de soi-même, d'aller chercher son courage, d'aller chercher sa force, surtout sa souveraineté, de faire que ce qui est juste pour soi et de ne pas se laisser influencer par les autres, mais d'être un être humain debout, bien planté dans ses pieds, dans ses racines, pour pouvoir rayonner qui on est. Et le premier prérequis quand on s'incarne, c'est quand même d'avoir des racines, parce que la vie n'est pas si simple et pas si facile. On est tous confrontés à plein d'épreuves. Si on n'a pas de racines, si on n'est pas enraciné, c'est comme si vous soufflez sur un petit bout de paille, on s'envole et puis c'est beaucoup plus dur. Donc dans ces pratiques chamaniques que moi je proposais, que j'ai proposé pendant 17 ans, d'abord c'était l'enracinement, le travail sur soi, retrouver son centre, construire un tambour en regardant ce qui se passe dans la construction. C'est vraiment une espèce de scan de soi-même. Comment ça se passe? Est-ce que les lanières elles pètent ou pas? Est-ce que c'est centré? Ensuite la relation avec l'animal qui donne sa vie, qui donne sa peau pour une renaissance et pour avoir un outil chamanique quand même extrêmement important qui va permettre de voyager dans les différents mondes. Ensuite, c'est la prise de conscience des protections, comment est-ce qu'on se protège. Quand quelqu'un sonne à la porte de votre maison, vous en trouvez la porte, vous ne laissez pas entrer n'importe qui. Avec les esprits, c'est la même chose. Il y a quand même certaines transmissions, certaines
compréhension à avoir. C'est un millefeuille, les esprits, c'est pas que des gentilles choses lumineuses qui circulent. Donc ça, c'est aussi à bien comprendre. Par exemple, en celtisme, on a un chaudron, ça s'appelle le chaudron, la cérémonie du chaudron. C'est une cérémonie de mort et de renaissance qui pourrait correspondre aux inipis, aux de sudation, au Temazcal, où en fait, on va entrer dans la matrice du monde. Et puis on va rentrer des pierres chaudes et on va avoir très 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 chaud, mais selon la cosmogonie des 3 cercles celtiques, enfin c'est très long, c'est une cérémonie qui dure entre 7 et 9 heures de temps, mais vraiment on entre dans le chaudron, il se passe des transformations, des guérisons. Quand on ressort, on n'est plus la même personne. On a vraiment pu lâcher des choses, avoir des compréhensions. Et pourquoi on fait ça? Et bien pour savoir qui on est le plus possible, le mieux possible, et comment on est au monde, qu'est-ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on choisit d'être. Alors par rapport à la conscience, est-ce que je veux être un être humain digne de ce nom? Est-ce que je veux offrir? Est-ce que je veux seulement prendre? Par rapport aussi à notre manière de consommer les choses, de se dire qu'il y a le règne des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains, et ben c'est un cercle, il n'y a personne qui est supérieur. Il y a des différences, mais en fait il y a une égalité, et on n'est pas plus ni moins, et ça permet de prendre ce dont on a besoin, et quand on prend, il y a un échange égalitaire, on offre quelque chose. Si on pouvait se comporter comme ça dans la vie de tous les jours, tout le temps, on n'aurait plus de soucis de surconsommation. Parce qu'en fait, quand on prend quelque chose, on crée un trou, on offre quelque chose en échange. Si on a cette conscience-là par rapport à la consommation, assez vite, on consomme ce dont on a besoin, on arrête de surconsommer. Enfin, voilà, tout ça pour dire un peu en vrac, parce que j'essaie de me dépêcher vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, que le chamanisme, c'est un projet social, culturel, économique, politique, enfin, etc., etc. Mais que d'abord, ça passe par savoir qui je suis, travailler sur soi, vraiment, aller voir où c'est que ça fait mal, avoir le courage de se dire là j'ai peur, donc c'est là que je vais aller voir et c'est là que je vais travailler, demander des transformations. C'est pour ça que le chemin, la voie chamanique, c'est pas un lit pavé de roses, c'est souvent des épreuves, on est souvent mis à l'épreuve, et c'est par là que ça passe, aussi par l'utilisation des plantes qui nous enseignent, mais c'est pas une partie de plaisir que de dégueuler pendant 6 ou 7 heures de temps avant d'avoir des visions, d'accueillir ces visions qui sont vraiment pour son propre développement personnel, qui sont pour avancer sur son voie, sur son chemin, sur finalement qu'est-ce que c'est être un être humain, qu'est-ce que c'est être en reliance avec le ciel et la terre, avec les autres êtres humains en égalité. Je suis ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit, mais vraiment qui que ce soit, mais vraiment en égalité, et de pouvoir partager la richesse du cœur en fait. Et, la voie chamanique celte, elle utilise beaucoup les 3 boucliers, le bouclier de la force, le bouclier du cœur, le bouclier de la conscience, mais les 3 cercles aussi, les 3 mondes. Ça c'est comment? Moi j'ai vu ça dans presque toutes les sociétés chamaniques, le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Et puis finalement de se dire que le peuple des Blancs, on était aussi à l'origine un peuple premier, que ça s'est perdu, qu'on était bien dézingué par tout ce qui nous est arrivé, qu'ensuite cette façon de dézinguer les autres était exportée dans toutes les autres sociétés traditionnelles sur la planète pratiquement, et qu'on peut se souvenir de qui on est, d'où on vient, qu'on est en lien avec la nature. Que oui, nous on a énormément perdu, puisque les femmes, il y a des villages en Suisse, vous savez quand même que pendant la chasse aux sorcières, les 3/4 des femmes ont été tuées. Dans les villages du Haut-Valais, il ne restait qu'un quart de femmes. Elles ont été dézinguées. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la connaissance des plantes, de l'enfantement, etc. Il y a eu vraiment toute cette lutte. Et puis après, ça a été repris par les religions bien pensantes. Donc, il y a un moment donné, il fallait vraiment entrer dans le bois et disparaître. Autrement, on était tués, on était brûlés, on était torturés, zigouillés. Donc, ça incite pas à... Ça a participé à couper les transmissions de ce qui était notre voie blanche et notre voie chamanique. Heureusement, il y a des bribes qui ont survécu et qui sont encore transmises. Et cette conscience-là fait que quand on se relie à ses racines, comme je vous disais au début, on peut aller chez les autres, non pas pour prendre, mais pour partager. C'est le contraire du colonialisme, en quelque sorte. Et pour moi, ça, c'était un concept vraiment cher à mon cœur.
Et voilà. Et voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. J'ai fait un peu méli-mélo. C'était très bien. Excusez-moi, mais il y a quand même le stress de se dire il faut arriver à caser les choses importantes. C'est un exercice difficile. C'est un exercice difficile. Non, mais voilà, après, moi, je resterai ouverte aux questions. Et après, si vous voulez qu'on parle de toutes ces choses-là avec plus de temps, je serai à disposition encore un moment ici, si vous le souhaitez. Oui, il y a un temps, après il y a l'apéritif. Voilà. Ah ben voilà. Il y a cette belle pièce d'Una Ziemann sur la sorcellerie aussi en haut. Enfin, tout ce que vous dites fait lien avec tout ce qu'on voit dans cette exposition. Ben voilà. Mais aussi ce que Christian a dit, l'intérieur, l'extérieur, la verticalité. Des fois, on croit que le chamanisme est un peu plus horizontal. Mais en fait, ces deux axes sont très importants aussi. Mais je vais laisser la parole à Omar. Merci à vous. Merci à Christian et Aline. Finalement, je n'ai plus grand-chose à dire. Parce que vous avez évoqué un peu tout le champ chamanique. Donc je vais m'efforcer un peu de résumer tout ce qui a été dit avec un langage qui est celui de la Foundation for Shamanic Studies, qui est donc cet institut qui s'occupe de transmettre et de préserver le savoir chamanique à travers le monde, fondé par cet anthropologue américain déjà évoqué, Michael Arner, et qui, en fait, à travers ses études anthropologiques, d'abord théoriques, ensuite vécues, puisqu'il a été à la rencontre de différentes tribus. Il a commencé par les Shuars, qu'on appelait avant. Il y a une évolution, je dirais, positive dans leur dénomination, puisqu'avant on disait les coupeurs de tête, après on a dit les Jivago, puis après ça faisait penser au docteur Jivago, donc ça devenait un peu plus joli. Et finalement, maintenant on dit les Shuars, parce que c'est eux comme ça qu'ils s'appellent, en fait. Ils ne disent pas Jivago ou autre chose, ils disent nous sommes des Shuars. Voilà. Et puis ensuite, retour à la bibliothèque, puisqu'il a quand même lu beaucoup aussi sur les recherches anthropologiques qui ont été faites à travers le monde, et retour à son pays, puisque c'est là qu'il a commencé à s'intéresser aux traditions chamaniques qui ont survécu plus ou moins en Amérique du Nord. Alors voilà, il y a peut-être 3 questions auxquelles je vais essayer d'apporter des prémices de réponse. C'est qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Qu'est-ce qu'un chaman et à quoi il sert? Et qu'est-ce que vient foutre un occidental qui s'appelait Michael Arner dans cette histoire et qui prétend le transmettre? Alors, on va appeler chamanisme l'ensemble des traditions spirituelles des peuples premiers. C'est-à-dire que les peuples premiers sont les peuples qui ont préservé leurs traditions rituelles et savoirs chamaniques à travers les âges. Donc c'est souvent des traditions qui sont pluricentenaires, pour ne pas dire plurimillénaires, et donc ils ne les ont pas perdues du fait de la modernité, de la colonisation, etc. Il faut savoir qu'on trouve, en fait, d'un point de vue archéologique, des traces avérées de rituels chamaniques qui datent jusqu'à 16 000 ans en arrière. Et il faut également savoir qu'on trouve des artefacts archéologiques qui évoquent le chamanisme, et ça remonte jusqu'à 34 000 ans en arrière. Ce qui en fait la médecine la plus ancienne du monde, du moins dans l'état actuel de nos connaissances. Ce que Arner a aussi découvert à travers tout son travail anthropologique et d'expérience chamanique, c'est que le chamanisme a existé partout. Comme l'a évoqué Céline, où elle disait que ça existait ici aussi. D'ailleurs, quand on parle chamanique ou qu'on fait des expériences chamaniques avec les enfants, en général, ils vous regardent en vous disant oui, et alors? Comme si c'était tout à fait naturel. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est au cours des 2 derniers millénaires qu'en Occident et dans certaines parties d'Amérique du Nord, on a perdu les traditions chamaniques. Mais
elles sont encore survivantes, et c'est pour ça qu'on parle de peuple premier dans de nombreuses traditions qui ont subsisté un peu partout dans le monde. Ce qu'il faut comprendre du chamanisme, c'est que ce n'est pas des religions, même si ça peut l'être dans certaines traditions. Ce n'est pas non plus des dirigeants politiques, même si ça peut l'être aussi. Mais ce n'est vraiment pas une constante. Quand Arner regarde comment se faisaient et se font encore les rituels chamaniques par les chamans, eh bien, c'est quelque chose qui est d'abord un outil de survie. Quand on pense à l'ancienneté de ces traditions, on réalise qu'elles sont nées à une époque où on n'avait pas de savoir médical, où on n'avait pas d'accès par les routes, par exemple. On ne connaissait rien à l'agriculture, à la science. Et les plantes, on les découvrait de différentes manières, dont la mort. Donc, parce que contrairement à certains animaux, nos récepteurs olfactifs, même à l'époque, n'étaient pas autant développés. Donc, voilà. Donc, essentiellement, le chamanisme répond à un besoin fondamental. Ce sont les besoins qui sont liés à la survie. Et rien d'autre. Alors, c'était des questions comme comment guérir, comment vaincre ou survivre au danger de la nature, mais aussi au danger du climat, au danger des tribus d'à côté, etc., etc. Comment faire les transitions importantes de la vie dans de bonnes conditions, la naissance, le passage à l'âge adulte, le mariage, la première maison, la mort, et comment, par exemple, cultiver ou utiliser certaines plantes. À l'époque, il n'y avait pas de bouquins. Il n'y avait pas de vidéoconférences comme on a découvert pendant le confinement. Voilà, ce qui m'amène à la deuxième question, c'est qu'est-ce que... Je vérifie le temps, ça va, je suis encore... qu'est-ce qu'un chaman et à quoi il sert? Donc, comme ça a déjà été évoqué, c'est un mot qui vient de Sibérie, des tribus Tungus, chez qui les traditions chamaniques restent vivaces, même si du temps de l'URSS, ils ont dû les cacher. Ils ont aussi beaucoup perdu, mais ils ont gardé quand même pas mal de choses. Et ce mot, alors, il a différentes traductions. Je crois que chacun a sa version, mais en résumé, moi je dirais que c'est celui qui voit dans le noir, ou celui qui apporte de la lumière dans l'obscurité. L'idée sous-jacente à cette traduction-là, c'est que dans le chamanisme, on va essayer de percevoir l'invisible, le non palpable, le non matériel. Dans toutes les traditions, il y a des mots spécifiques qui désignent le chaman. En Amérique du Nord, c'est souvent l'homme médecine ou la femme médecine. Chez les Huichols, en Amérique centrale, ils parlent des chanteurs. Traduit littéralement, ça veut dire les chanteurs. En Afrique du Nord, il y a les marabouts. Et enfin, chez les aborigènes, il y a, traduit littéralement, ça veut dire les os creux. C'est-à-dire celui par qui passe la force des esprits pour la porter là où elle est utilisée, là où elle est utile. Et une formulation que j'aime bien, en Afrique centrale, il parle d'hommes ou de femmes forêt. Je trouve ça très beau. Voilà. Alors, à quoi sert le chaman? Il guérit, il soigne. Il nous dit où est la bouffe. Si on est une tribu de chasseurs et que le bison a filé dans un autre endroit où les baleines sont parties ailleurs, où sont les bisons? Où sont passées les baleines? Puisque dans ces tribus-là, on vit de ça. Ce qui faisait dire à Arner qu'un bon chaman, c'est un chaman vivant. Pourquoi? Parce que si il amenait la tribu dans un endroit où il n'y avait pas de bison, eh bien, on flinguait le chaman parce qu'il n'avait pas fait son boulot, quoi.
Donc un bon chaman est un chaman vivant. On voit tout de suite le rapport avec la survie. Comme je l'ai dit, le chaman s'assure que les transitions se fassent bien. À la naissance, on va appeler sur le nouveau-né, dans certaines tribus c'est un peu plus tard, c'est à 3-4 ans, on va appeler un esprit spécifique qui va venir veiller sur l'enfant. Ce que Arner appelait l'animal de pouvoir, parce que dans de nombreuses tribus, cet esprit bienveillant attaché à l'enfant prend une forme d'animal sauvage. Autre transition, c'est la transition des saisons. Quand on a planté, il y a intérêt à ce qu'il y ait de la pluie. Là aussi, un bon chaman est un chaman vivant. S'il n'appelle pas correctement la pluie, il lui arrive des bricoles. Autre transition, la mort. Et donc, on trouve des rituels de passage d'âme dans toutes les traditions chamaniques. Je suis sûr que j'en oublie dans ces fonctions du chaman, mais globalement, on pourrait dire que la fonction du chaman, c'est la survie de la communauté. C'est ça sa mission. C'est-à-dire que le chaman, c'est pour ça qu'il n'est pas souvent chef religieux ou chef politique, il est d'abord au service de la communauté. Et je me souviens, à l'occasion d'une rencontre avec des Huichols, où un nouveau chaman découvrait la charge de chaman, puisque leur chaman était mort pendant le Covid, Mario est parti malheureusement. Et donc, Enrique est arrivé, Eugenio, pour le dire autrement, et il me disait, putain, ça coûte cher d'être le chaman de la tribu. Pas c'est lui qui devait acheter les vaches qu'on devait sacrifier. Quand on pense que là-bas, ils ont une vache par famille, et puis qu'ils la gardent le plus longtemps possible, acheter une vache pour la sacrifier aux esprits, c'était cher, très cher. Voilà, pour les fonctions du chaman. Ensuite, Arner, il s'est intéressé à ce qui réunissait finalement toutes ces traditions chamaniques, puisqu'il a vu que, ça a été aussi mentionné, que de nombreuses tribus, enfin, il y a les esprits du monde d'en bas, les esprits du monde du milieu, les esprits du monde d'en haut. Ça n'a rien à voir avec enfer et paradis. C'est que juste quand on fait un travail pour aller rencontrer les esprits du monde d'en bas, on a l'impression qu'on descend. C'est très prosaïque. Et au contraire, quand on va chercher des esprits du monde d'en haut, eh bien, on a l'impression qu'on monte. Ces deux mondes-là, en haut et en bas, sont des mondes qui sont détachés de notre monde à nous. Ce qui fait dire qu'on a besoin de travailler chamaniquement, et on a besoin du chaman pour faire venir ces esprits dans notre monde pour qu'ils travaillent pour nous. Ces esprits-là sont immortels, ils n'ont pas de notion de temps. Chez eux, le temps n'a pas cours. Et ils sont dotés d'une grande force. Ce qui les intéresse, c'est l'équilibre des forces spirituelles dans une âme. C'est là où ils interviennent. Dans une maison, dans une communauté, dans un lieu. Le génie, le chi, de l'exposition, un lieu sacré, où des esprits, des forces spirituelles, des forces invisibles, des vibrations, des entités, et j'en oublie, tout ça, les chamans l'ont découvert il y a probablement une quarantaine de milliers d'années avant. Sauf qu'ils ne les appelaient pas comme ça. Donc Arner, il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de ce que j'appelle des invariants, des techniques, des outils qui sont utilisés dans toutes les tribus chamaniques. Premier invariant. Dans toutes les traditions chamaniques, les véritables enseignants et les véritables soignants sont les esprits. Donc, deuxième invariant, les esprits. Qu'est-ce que c'est que les esprits ? Ce sont des forces invisibles
qui vivent dans un de ces trois mondes et qui peuvent, à certaines conditions, venir nous aider à assurer notre survie. Troisième invariant, il y a un problème. Comment rencontrer ce qui est invisible et ce qui est non palpable, qui n'a pas de matérialité? Eh bien, en se mettant en état de conscience modifié, ce que Arne a appelé des états de conscience chamaniques, ce que Vincent a évoqué en disant qu'en fait, il y a tout un spectre. Il y a des traditions chamaniques où on va dans des états de conscience modifiés légers, d'autres où on va carrément dans des transes très profondes, par exemple chez les voodous, ou quand on consomme de l'ayahuasca, où c'est la plante qui vous emporte, que vous le vouliez ou pas, et qui décide quand elle vous quitte, que vous le vouliez ou pas. D'où parfois quelques problèmes. Les psychiatres, nous, on rencontre régulièrement des gens qui nous disent « Oui, voilà, depuis 10 ans, je ne suis pas tout à fait le même. » Les gens autour de moi, ils remarquent que voilà, je suis un peu à côté. Et puis, ils ont fait une tradition amazonienne, ils ont été manger de l'ayahuasca, et puis il y a quelque chose qui n'est pas revenu, et qui ne leur appartient plus. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas anodin. C'est pour ça que Lynn a très bien dit, c'est quelque chose qu'on prépare. Ce n'est pas la fête. C'est un travail, c'est un engagement. Alors, comme je disais, comment se mettre en état de conscience modifié maintenant? On a trouvé. Alors, il y a déjà un état naturel où on est dans un état de conscience modifié, où la frontière entre la réalité ordinaire dans laquelle nous vivons et la réalité non ordinaire dans laquelle vivent les esprits, où cette frontière est mince. Quel est-il cet état? Vous le connaissez tous. C'est le rêve. D'ailleurs, dans certaines traditions chamaniques, on dit que les premiers esprits à nous avoir enseigné le chamanisme sont les esprits qui vivent dans le monde des rêves. Ils sont venus, voilà. Est-ce qu'ils nous ont pris en pitié, ou je ne sais pas? Non, pas, ils sont venus. Voilà. Maintenant, la question, donc, c'est de se mettre en état de conscience modifié autrement qu'en essayant de dormir. Le problème, c'est que quand on dort, on a de la peine à se souvenir, et puis même si on s'en souvient au réveil, en général 2 minutes après, on a oublié. Et là, c'est ce que Arne a appelé le driving, ce qui conduit à un état de conscience modifié. Et il s'est rendu compte que dans toutes les tribus qui avaient gardé leur savoir chamanique, il y a des driving de toutes sortes. Il y a le driving chimique, le chemical driving, avec l'ayahuasca, l'iboga, la datura, les venins de crapaud, etc. J'en passe des meilleurs. Il y a des driving auditifs. Et Arne, il a choisi le tambour parce qu'on en revient plus facilement qu'avec une plante. Et puis c'est légal. Et surtout que c'est facile à utiliser. Pas besoin de 3 ans d'apprentissage pour manier un tambour. Il y a les driving corporels. Par exemple, les danseurs soufis. Ça, c'est typique. Les Gnawa, en Afrique du Nord, ils cherchent l'état de conscience modifié à travers la danse et la musique, driving auditif également. Et puis, il y a des driving olfactifs, il y a des driving liés au toucher, etc. À partir de là, on a les outils de base de ce qui constitue le travail chamanique. Pour résumer, on n'est pas tous des chamans, mais on a tous des capacités chamaniques. Et on a tous expérimenté durant toute notre vie, en dormant, à la suite d'un effort, quand vous allez faire une belle marche, et tout d'un coup vous arrivez devant un paysage, et vous êtes subjugué, et vous sentez qu'il y a autre chose. Les états de transe qu'on trouve à travers la sexualité, à travers la danse, la musique, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on expérimente quasiment quotidiennement tout le long de notre vie. La grande différence du chamanisme avec de nombreuses autres spiritualités, c'est qu'on ne va pas visiter les esprits pour rien. Il y a toujours une intention. Et c'est pour ça que le chamanisme sert beaucoup plus.
On pourrait dire que c'est Ulla Stresley, qui était mon enseignante en Suisse romande et dont j'ai pris la succession, elle disait que le chamanisme, c'est le 4-4 du spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était presque effectivement un abécédaire entre vous trois. Mais non, il y a beaucoup plus de choses à savoir. Venez le 5 septembre parce qu'on fait les états mentaux généraux sont pensés avec le Musée des Beaux-Arts du Locle en 2 volets. Donc, le 2e volet aura lieu le 5 septembre au Club 44 avec Nastasia Martin, que vous connaissez bien, héritière de Descola, qui, elle, poursuit ce que vous dites, l'importance de la vision, du rêve, aussi pour fermer la boucle avec ce que j'ai dit, pour inventer quand même des nouvelles manières, certes d'être en soi, mais aussi d'habiter ce monde. Et elle est vraiment fabuleuse. Venez. Et c'est beau ce lien de savoir, le mot savoir, et le mot voir qui est dans savoir, en fait. Comme si vraiment le savoir s'acquiert peut-être d'abord par notre capacité à savoir voir en soi ce qui nous environne et qui nous constitue.